Allô tout le monde, merci vraiment d'être ici avec nous et merci beaucoup Bill d'avoir organisé ça, de tous les différents membres et organisateurs et organisatrices qui a fait ça ce soir. Il y a un mois, je voulais pas faire partie de ça parce que c'est la troisième année d'enseigner pendant la pandémie. Je voulais pas faire ça. Et bien, elle m'a convaincue de rester ici. J'ai déjà pris des pages, des notes et j'ai déjà vu les présentations avant et je continue à écrire des affaires et c'est un privilège d'apprendre des personnes ici ce soir. Je veux parler du processus de juste regarder un texte. J'adore les cercles de littérature et les choix pour les élèves, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de valeur d'avoir comme une communauté en classe si on va vraiment étudier un roman ou quelque chose. Et quand je parle de ça, des différents enseignants d'anglais avec des amis, on est toujours, c'est comme, OK, on aime cet roman, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce qu'on veut juste le lire et on veut juste en parler. Et on veut que les élèves soient aussi excités que nous pour en parler. Et idéalement, on veut qu'ils vont chercher des nouvelles perspectives et peut-être passer à l'action. Peut-être il peut changer qu'est-ce qu'il devient tranquillement, comme Bill disait. Et je pensais de ça beaucoup ce matin. Et on peut passer au prochain diapo, Karen. Ce matin, on avait une présentation de quelques personnes qui travaillent dans notre bureau, qui travaillent sur des différentes initiatives de diversité. Un des panélistes parlait de n'importe quoi qu'ils lisent ne devrait pas être inconfortable. Ça ne devrait pas créer des malaises. Et si nous, ça nous donne des malaises, on ne devrait pas mettre ça dans nos cours. Et je comprends d'où cette personne venait. Je pense qu'elle avait tort. Comme Bill disait, je pense que peut-être ça m'a fait poser des questions, comme qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un malaise dans le cours? Et oui, on veut que les élèves sentent qu'ils appartiennent, qu'ils ont une opportunité de faire des erreurs, d'avoir la valeur et toutes ces affaires. Je ne pense pas tout le temps que ça, c'est égal avec le confort. Quand on pense à cette métaphore de les fenêtres et les miroirs, des fois, de regarder dans un miroir, c'est inconfortable parce que des fois, on ne va pas aimer qu'est-ce qu'on voit. Il faut confronter un peu ses idées. Des fois, on regarde à travers une fenêtre et on voit les personnes qui sont différentes que nous et ils sont maltraités et ça nous rend inconfortables. J'étais vraiment dérangée par ce qui a été dit. Et pour commencer, cette idée de citoyenneté mondiale, c'est vraiment de bouger les frontières. Et c'est quelque chose qui peut être très inconfortable. Ça rentre dans cette pédagogie de malaise et inconfort. Comme Bill et Karen ont commencé de parler de ça dans un projet de recherche, on s'est joints ensemble comme les professeurs d'anglais qui vont enseigner la littérature postcoloniale et les demandes dans le secteur de l'éducation pour la justice sociale. Je voyais que cette idée de pédagogie d'inconfort, c'était vraiment intéressant. Bill disait qu'il y a beaucoup de focus sur la place aux émotions et toute cette rencontre esthétique. Elle a dit que ces pratiques d'enseignement, ça peut encourager les étudiants d'aller à l'extérieur de leur zone de confort. S'il y a un des gros besoins de l'éducation de justice sociale, c'est vraiment d'encourager les croyances autour du monde. Un certain niveau d'inconfort pourrait être nécessaire. Euh, Bowler écrit aussi que les émotions peut donner une définition qu'est-ce qu'on veut voir et qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on ne voit pas. Ça démontre un peu comment on a déjà été capable de ne pas voir certaines affaires parce que c'est plus confortant de ne pas voir certaines affaires. Et quand on voit ces affaires, on parle de ça peut briser et vraiment
avoir comme un problème avec notre status quo et ça peut soulever les différentes questions éthiques de briser, perturber le status quo. Mais de travailler avec ces rencontres avec les littératures, de bouger les frontières, ça influence beaucoup de mes décisions dans mes cours. Un des romans que je travaille avec depuis plusieurs années, c'est Purple Hibiscus. C'est un roman de 2003 de Nigeria. C'est une jeune femme et c'est sa vie avec le conflit armé civil. Il y a un conflit domestique aussi dans sa famille. Son père est un membre respecté de sa communauté, mais il est réellement très abusif. Et tranquillement, sa fille grandit sans étant capable de réellement parler. Alors, ça parle du colonialisme, de l'hypocrisie dans la religion. J'adore ce livre parce que ça fait vraiment un pont entre les différents les romans Kwai. Et il y a toujours un caractère principal qui est un jeune. Mais quand on décide d'utiliser un roman comme ça, cette pédagogie d'inconfort, je crée cet inconfort. Il faut que je sois alerte à qu'est-ce que les sentiments des jeunes et pourquoi est-ce qu'on décide d'aller chercher des textes et que non, on apporte nos textes pour celles que j'aime plus ou comment est-ce que je questionne si ça c'est le livre qui est mon livre antiraciste, est-ce que c'est réellement un livre antiraciste ou c'était juste quelque chose que décidé dans ma vie que oui, c'était un livre antiraciste et j'ai jamais réfléchi encore. Alors, de sortir de nos zones de confort, de sortir de cette idée de professeur comme expert ou enseignant comme expert. Moi, je ne peux pas enseigner mes élèves par rapport le Niger, au Nigeria. C'est pas, je peux rencontrer, aller voir ce texte avec eux et on peut découvrir ensemble. Et c'est d'apprendre, au lieu d'apprendre d'eux, mais par rapport, on apprend plus d'eux à partir de. Et j'apporte souvent cet roman avec mes élèves et on utilise cet cadre et c'est l'auteur du texte Purple Hibiscus. Si vous ne l'avez pas écouté, cette TikTok, ça vaut vraiment la peine. Je l'écoute plusieurs fois par année. Je l'apprécie tout le temps. Elle explique c'est quoi les stéréotypes, que le problème des stéréotypes, que c'est pas qu'ils sont faux, mais ils sont incomplets. Ils font qu'une histoire devient la seule histoire. Ça démontre comment on apprend de voir pas un peuple entier, mais on voit juste la pauvreté, par exemple. On pense que parce qu'ils sont pauvres, ils ne sont pas capables de différentes réflexions en pensée. Et j'adore, elle parle de ce concept de Kali, c'est d'être plus que quelqu'un d'autre. Quand on regarde les différences qu'on rencontre, souvent ils sont mitigés avec les inégalités de pouvoir, le manque de partage de pouvoir. Oh, juste un instant, je pense que c'est en train de jouer la vidéo. En travaillant avec cette pédagogie d'inconfort, souvent, on va aller plus loin que nos croyances traditionnelles, de pousser plus loin que les différents préjugés que les jeunes et les élèves ont par rapport à l'Afrique, qui c'est tout un continent. Non, et on a des élèves qui viennent de l'Afrique aussi. Alors, je ne peux pas généraliser. Beaucoup de personnes ont des idées nuancées. Souvent, je vais leur demander de réfléchir, c'est quoi les mots qui viennent en tête quand il faut réfléchir, c'est quoi l'Afrique. Alors,
ils vont souvent être mis dans les catégories, c'est pauvreté, la famine, le safari, l'Égypte, et c'est assez clair que il y a comme une idée de colon. Et j'utilise une histoire qui s'appelle Crocodile, et elle va à Zimbabwe pour enseigner, et que je veux me faire plus fort. Et ça, c'est juste les petits sorties de comment les élèves comprenaient l'histoire. Et quelque chose que je voulais regarder, c'est cette idée de c'est Barbie Savior. Ça, c'est un compte Instagram. Ça vaut la peine de regarder. Donc, ici, on voit Barbie qui fait une satire de cette idée qu'elle a assez de légitimité pour aller enseigner en Afrique, même si elle n'a aucune formation, outre le fait que d'être blanche. Donc, elle n'a aucune information et c'est pour ça que c'est tourné en dérision ici. On peut aussi faire une recherche autour de la notion du volontourisme. Et donc, avec les scandales qui ressortent autour de la fondation We Charity, qui a fait beaucoup de campagnes payantes pour les enfants d'Afrique. Et donc, je tente de demander à mes élèves de m'expliquer quelle est leur histoire réductrice ou leur seule histoire centrale. Et donc, on a des témoignages ici. Donc, il y a quelqu'un qui dit: j'essaie d'éduquer les autres à propos des stéréotypes qui me concernent pour pas qu'ils n'aillent demander à quelqu'un d'autre ou poser les mêmes commentaires à quelqu'un d'autre qui n'a peut-être pas la même attitude d'enseignement ou qui n'a peut-être pas la même capacité à enseigner, à apprendre aux autres. Nous analysons souvent les textes à travers plusieurs perspectives critiques et notamment les théories féministes nous amènent à se familiariser avec notre inconfort parce que ça peut nous amener à déconstruire nos biais cognitifs. Et donc, Chimamanda Adichie a un super atelier ici sur pourquoi nous devrions tous et toutes être féministes. Et donc, dans mes classes, je parle de cet atelier de Adichie, je parle du vidéoclip de Flawless de Beyoncé. Et ça m'impressionne beaucoup de voir le niveau de compréhension que les élèves démontrent au cours des 5 dernières années. Les étudiants dans mes classes ont appris des concepts comme le féminisme intersectionnel et ils comprennent que le féminisme est souvent utilisé au bénéfice des femmes blanches. Et j'ai eu cette conversation il y a quelques semaines avec mes étudiants et ils parlaient du regard blanc et du regard mâle, donc ce qu'on connaît comme étant le white gaze, le male gaze. Et c'est vraiment intéressant parce que souvent, ils apprennent ces termes sur TikTok et ça les intéresse, ils cherchent d'autres espaces où discuter ces concepts. Nous étudions aussi l'œuvre de littérature d'une perspective anticoloniale et donc nous avons des citations comme celle d'Edward Said ici ou de Chinua Achebe qui ont inspiré l'ouverture de Purple Hibiscus et en lisant ces citations, on peut comprendre comment le postcolonialisme fonctionne et comment on peut utiliser ces œuvres pour mieux comprendre les difficultés de ce monde aujourd'hui. Donc, typiquement, j'ai quelques questions cruciales à adresser aux étudiants pour les amener à développer une perspective critique à travers différents types de modèles et de questions. Donc, on leur demande comment est-ce que les personnes opprimées peuvent résister au pouvoir, comment le pouvoir est-il réparti dans les sociétés et que se passe-t-il quand un système de croyances est confronté par un groupe de personnes. Quelques autres éléments à considérer. Récemment, il y a eu une controverse autour de l'auteur Adichie
qui a été accusé de faire des commentaires transphobes. Et Adichie a publié une réponse très intéressante que j'ai demandé à mes étudiants de lire parce que c'est révélatoire d'une culture d'Internet qui cherche parfois à résister à l'ambiguïté que la majeure partie des questions sociales comportent. Et elle touche un peu aux accusations qui lui sont portées, mais principalement, elle s'attarde à comment l'Internet donne un espace aux gens pour épouser une certaine pureté idéologique qui les amène à refuser en bloc tout ce qui ne correspond pas immédiatement ou de façon identique à cette idéologie qu'ils auront choisie. Et je crois que les étudiants et les étudiantes ont vraiment beaucoup apprécié cette leçon parce que c'est très complexe. D'un côté, ils vivent vraiment une époque où ils tentent activement de devenir de meilleures personnes, d'être antiracistes, d'être anti-homophobes, anti-transphobes, etc. Et je crois que parfois, lorsque nous travaillons avec les nuances de ces enjeux, ça peut être plus difficile. Et donc, c'est pourquoi cet article est intéressant. Ce roman parle aussi de violences domestiques et de religion. Et donc, ce type d'ouvrage suscitera nécessairement une réaction des étudiants et on doit faire de l'espace pour ces réactions. Et c'est là qu'on en vient aux considérations éthiques. Donc, quelques questions d'ouverture. Quelle est la limite de l'inconfort qu'on peut apporter dans la classe? Comment est-ce que les compositions de classes complexes peuvent-elles changer l'approche pédagogique dans le traitement du malaise? Et donc, si je demande à certaines étudiantes de réfléchir comme moi, eh bien, comment réagir quand ça fait émerger du racisme internalisé chez certains autres élèves? Comment réagir? Et comment utiliser ces frictions de façon productive et comment dépasser l'inconfort vers un sentiment d'espoir critique qui puisse nous donner un sentiment d'agentivité parce que finalement, si on est capable d'identifier les problèmes dans le monde, on peut ensuite se demander ce qu'on peut faire pour agir. Donc, j'espère que ça vous donne quelques éléments à réfléchir et maintenant, je vais passer la parole à Karen, et merci beaucoup tout le monde.